Elevator, the podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Elevator, je suis avec Caroline Brana. Salut. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir ici. Caro, pour moi, t'es, de ce que je vois et de ce que je connais maintenant, parce qu'on se connaît un peu plus que les réseaux sociaux, t'es un shot d'énergie. T'es quelqu'un de hyper positif dans toutes les circonstances. Des fois, je me dis, est-ce que Caro, des fois, il y a des moments de moins bien? Et il y en a eu. Il y a eu des moments de moins bien. On en parlait en off tout à l'heure. Je disais, OK, parce qu'il faut savoir qu'avec mes invités, en fait, je veux pas potentiellement savoir leur moment de bascule parce que j'aime aussi être un peu surprise, même si je vous connais et que je me suis vraiment intéressée à tous les profils que j'accueille. Et tu m'as répondu, ouais, je sais pas de quel moment j'ai parlé parce qu'il y en a eu plusieurs. Ouais. Aujourd'hui, tu es libre de nous parler d'un moment où il y a eu cette réflexion de, OK, comment je vais à ce moment-là qu'est-ce qui va pas, comment je vais faire pour avancer. Et je te laisse nous raconter l'histoire que tu veux et l'histoire qui est la tienne. Ouais. Déjà, merci de m'accueillir dans le podcast et merci pour cette petite description. Et je trouve ça marrant que tu me décrives comme positive parce que justement, moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur le fait que je me trouve trop négative. Donc, comme quoi, le regard des autres est différent que celui qu'on perçoit de nous-mêmes. Et on va dire que dans ma vie, pour moi, un moment de bascule qui a été important, ça a été lors de mon parcours. Tu le sais, j'ai eu des moments très compliqués, on va dire psychologiquement parlant, avec plusieurs allers-retours en hôpital psychiatrique. Et ça a été quelque chose de difficile pour moi, où je me suis sentie très seule, très vide et très perdue. Et on va dire que le gros moment pour moi qui a tout chamboulé, c'est une fois où j'avais fait une grosse crise de nerfs. Je m'étais retrouvée aux urgences. Et donc, j'ai dormi aux urgences. Et le matin, le psychiatre, du coup, de l'hôpital des urgences, a appelé celui de l'hôpital psychiatrique pour m'interner encore une fois. Et à l'hôpital psychiatrique, en fait, il lui a dit moi, j'en veux pas. Je veux pas qu'elle revienne. Et en fait, ça s'expliquait parce que je pouvais faire une crise de nerfs et en fait, derrière, ça allait mieux. Donc, pour lui, c'est que c'était passé. Et je me suis dit, tiens, en fait, ma place est peut-être pas là-bas. Donc, je suis peut-être pas ce que je qualifie à ce moment-là de folle. OK. Et pour moi, ça a été quand même un déclic important de me dire que fallait plutôt que j'aille vers la guérison plutôt que de me conforter dans cet état de mal-être. Très bien. Qu'est-ce que tu appelles une crise de nerfs? Concrètement, ça s'exprimait avec tes mots, bien évidemment, avec ce que tu as envie de nous partager. Ce que tu dis que tu n'en as pas fait qu'une seule, c'était pas la première fois. Comment ça se manifestait? Pour moi, c'était vraiment, on va dire, un énorme shot d'émotion qui pouvait passer, parce que comme tu le disais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, il se passe beaucoup de choses. Je suis quand même sensible, mais du coup sensible dans le positif et dans le négatif. Et donc, dans la même journée, on peut emmagasiner plein d'énergie, qu'elle soit positive et négative. Et souvent, c'était souvent le soir que ça pouvait péter. Et il peut y avoir un élément déclencheur. Ce que j'appelle une crise, c'est vraiment d'être hors de contrôle. C'est vraiment hors de contrôle. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai vécu des choses comme l'intervention de la police, des pompiers, parce que je suis ingérable, en fait. À ce moment-là, dans ta tête, il se passe quoi? Déjà, à cette période, c'est vrai qu'avec le recul, j'avais peur de rien, en fait. J'avais pas peur que ce soit de la police ou des pompiers. C'était quelque chose qui était devenu assez régulier, donc c'était presque logique qu'ils arrivent. Et puis, j'avais pas peur non plus des conséquences. J'avais pas peur des conséquences, qu'elles soient dans ma vie sociale, familiale. J'avais pas peur non plus de la mort. J'avais pas peur, en fait, j'avais peur d'aucune conséquence. Donc, ça permet de n'avoir aucune limite, on va dire, dans sa perte de contrôle. À ce moment-là, est-ce que t'avais quel âge à ce moment-là à peu près? On va dire que j'ai commencé à aller mal quand même autour de peut-être 18 ans, puis jusqu'à mes 25 ans, ça a été compliqué quand même. Ok. Est-ce que t'avais un entourage à qui parler un petit peu de ça ou qui ont voulu t'aider peut-être? T'avais des personnes sur qui te reposer? Ouais, après, j'ai toujours eu ma mère. Bon, ma mère, c'est mon soldat fidèle, voilà. Et mes sœurs aussi pouvaient être présentes pour moi, mais pour elles, c'était plus compliqué.
Et c'est vrai que l'entourage, même des amis, en fait, ils ont des limites. Et à un moment donné, ils ont aussi, eux, envie de se protéger, puisque quand une situation perdure et quand il y a des vraies situations, enfin, il n'y a pas de fausses situations de mal-être, hein, mais j'entends quand une situation dure vraiment et qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration ou d'issue un peu plus positive et que c'est toujours la même histoire. Voilà, dans mon cas, quand il y a en fait un cycle qui se reproduit tout le temps, qu'il y ait des crises, qu'on se retrouve à l'hôpital, interné, pour l'entourage aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, il y a des gens forcément qui m'ont tourné le dos, qui n'ont plus voulu me parler, parfois plus méchamment que d'autres, ou en tout cas, moi, je le vivais comme ça. Je le vivais aussi parfois comme de l'abandon. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends certaines personnes là où je les comprenais pas du tout avant, en fait, parce que on est aussi sauveteur que de nous-mêmes. Donc, si on donne trop d'énergie à sauver quelqu'un d'autre, ça peut être destructeur aussi pour nous. Donc oui, j'ai eu du monde, j'ai toujours été entourée, mais on va dire que les personnes aussi font ce qu'ils peuvent. Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place à partir de ça? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que ça a créé vraiment quelque chose en toi, cette personne du corps médical, où tu allais chercher peut-être inconsciemment un peu de réconfort, des solutions? Je ne sais pas si tu y allais de toi-même ou si c'était proche ou l'intervention qui a fait que tu t'es retrouvé là-bas. Est-ce que ça déclenche quelque chose en toi, des émotions, ce professionnel de santé qui se dit « bah non, moi j'en veux pas ». Moi, j'étais trop contente. Parce Ah. que j'étais trop contente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce psychiatre, qui est un psychiatre que j'ai rencontré lors de ma 2e hospitalisation, en fait, pour la petite histoire, je me suis dit qu'on allait bien s'entendre. Quand je suis arrivée dans son bureau, il s'est présenté, il m'a dit son prénom. Et en fait, c'est le nom du chien de ma mère. Et je lui ai dit, c'est le nom du chien de ma mère. Voilà, très froidement, quoi. Et il m'a regardé et il a fait waf waf. Et je me suis dit, ok, c'est bon, il est drôle. Non, mais c'est vrai. Oh, ouais. Je me suis dit, il est drôle et ça a cassé le truc parce qu'il a bien vu que moi, j'arrivais peut-être de manière un peu arrogante. Vous allez pas m'aider. Enfin, voilà, comme je te disais, j'avais peur de rien et tout. Oui. Donc, j'arrivais comme ça avec une certaine attitude. Et en fait, en faisant ça, il a un peu percé ma bulle et je me suis retrouvée un peu là, genre... ok, il est drôle en vrai, Ouais. tu vois. Donc quand t'arrives et que t'as toute ta carapace sur toi et que quelqu'un en fait, il te dit mais en fait on se prend pas au sérieux ici, enfin ça va. Déjà voilà, donc je me suis dit déjà lui je vais bien l'aimer et c'est quelqu'un qui m'a énormément aidée puisque j'avais vraiment un mal-être hyper profond. J'étais incapable de me trouver un compliment quoi, que ce soit sur mon caractère, sur mon physique, sur ce que je pouvais avoir pour faire, enfin voilà, c'était compliqué et donc il a vraiment tout repris à zéro et du coup quand il a plus voulu du coup m'accueillir comme ça, en fait il me suivait quand même une fois par semaine en séance, donc il m'a pas abandonnée. Oui. Mais ce jour-là en fait il a dit en fait il me suivait quand même déjà et ce jour-là en fait il a mis un stop à t'as plus besoin de venir t'enfermer 3 semaines en fait. Ouais. Donc ça m'a fait du bien en fait parce que via cette action, il m'a aussi dit « je te fais confiance ». Enfin, c'est des choses un peu plus profondes, mais ouais, je me rends compte avec le recul que c'est ça, c'était « je te fais confiance, tu peux y arriver » en fait. C'est pas ta place, je veux dire, pour toute la vie, quoi. Oui. Après ça, tu es rentrée chez toi. Est-ce que tu as mis des choses en place pour te conforter dans cette chose où, OK, si j'ai, comme tu l'as dit avec tes mots, c'est OK, je suis pas folle. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce moment-là? C'est un process qui est long. Mmh. Il y a des choses que j'ai mises en place petit à petit, et puis c'est sur des années. Mais déjà, il y a une chose hyper importante, c'est que j'ai toujours continué de me faire suivre à partir de là, hyper régulièrement et encore aujourd'hui. Si ça va pas, j'y vais toutes les semaines encore aujourd'hui. Si je me sens mieux, j'espace, je peux aller tous les 3 semaines, un mois. Enfin voilà, c'est aussi par rapport au cycle de ma vie, ce qui se passe, etc. Et les choses que j'ai pu mettre en place qui m'ont aidée, on va dire... déjà, ça a été un gros point aussi qui m'a aidée, c'est que je suis partie en voyage en Australie pendant 9 mois. Partir toute seule, déjà, c'est vrai que ça m'a donné confiance en moi dans le sens où
j'étais dans l'avion, je pleurais et tout, qu'est-ce que je fous? Et en vrai, je me disais, qu'est-ce que je fous? Mais je suis quand même super courageuse. Donc ça m'a donné confiance en moi, déjà. Et, euh, et petit à petit, en fait, ça a été de me réorganiser, de reprendre confiance aussi en faisant des petites actions très simples, mais essayer de se trouver des qualités, essayer de se valoriser, essayer sans se passer de la pommade pour dire je suis la meilleure, mais voilà, essayer de trouver en soi en fait des choses qui sont bien et tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais au début du podcast. En fait, toi, tu me vois positive, moi, je me vois négative, donc essayer en fait de peut-être percevoir un autre regard sur soi-même. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable d'énumérer tes qualités? Je suis capable d'énumérer mes qualités, mais en fait, le problème, c'est que je suis très dure avec moi-même. Ok. Donc, je pense que si vraiment je me pose et tout, je suis pas du tout au stade où j'en étais avant. Je suis capable de me trouver des qualités, mais j'ai toujours une quête un peu d'imparfait qui n'existe pas. Donc, du coup, une insatisfaction un peu perpétuelle. Donc, c'est un peu ça que j'essaie vraiment de travailler en ce moment en me disant, en fait, ce parfait qui n'existe pas, il n'existe pas. On va arrêter de lui courir après et être soi et s'incarner soi, déjà, c'est déjà super, quoi. Selon toi, c'est quoi? C'est quand tu dis je suis en quête du parfait, c'est quoi? C'est par rapport à ce qu'il y a dans ta tête, c'est par rapport à ton corps, c'est. Bah, en fait, c'est ça qui est assez particulier, c'est que je sais pas vraiment en plus ce Ok. qui est parfait. C'est une amie qui me l'a fait remarquer récemment en me disant mais Caro, t'es toujours en quête de quelque chose qui n'existe pas. Et Mm. puis j'y ai réfléchi, j'en ai parlé à mon psy, je me suis dit mais en fait même moi je sais pas ce après quoi je cours. Et du coup voilà, je fais ce travail-là de d'autosatisfaction et d'auto-valorisation. Du coup, tu dis courir après quelque chose, et du coup, ça me fait penser aussi à ce que tu fais, à ce que tu partages. Vous la connaissez peut-être, Caroline, sous le pseudo Depuis que je cours sur les réseaux sociaux. Et tu cours beaucoup, tu cours longtemps. T'es un peu une sportive touche à tout, t'es toujours partante pour tous les défis. Et est-ce que à ce moment-là, déjà, le sport, il était présent? Ou est-ce qu'il est venu au moment où tu as commencé à vouloir avancer sous toutes ses formes? C'est quoi un petit peu ta relation au sport et au mouvement? Bah, ma relation au sport et au mouvement, déjà de base, elle est assez inexistante Ok. dans ma vie. Et je pense aussi assez inexistante parce que bah, à l'école, on le sait tous, voilà, on se retrouve avec les garçons, les moqueries, les machins. Et puis, plus tu grandis, ton corps, il change. Donc, t'es pas à l'aise. Je suis quelqu'un qui a de la poitrine. Donc, voilà. Rapidement, j'ai séché le sport. Ok. Voilà. J'y allais plus jusqu'à un jour atteindre un 0 de moyenne quand même, où le prof avait dit que j'étais Uniquement pas à là. cause du regard des autres? Je pense en grande partie. Ok. Ouais, grande partie. Et puis aussi parce qu'un jour, mon père m'avait obligée à faire du handball. Je m'étais tordu le doigt et je m'étais dit, je m'étais retrouvée avec une attelle et je m'étais dit, en fait, c'est vraiment pas fait pour toi. J'ai d'ailleurs jamais refait de handball. Hein. Et en fait, et je pense, ouais, le regard des autres vraiment et le regard que je me porte sur moi-même aussi. Mais du coup, qui est un peu en lien sur le sport, mais regard très dur, quoi. Et puis, voilà, de facto, dans ma tête, c'était t'es nul. T'es Ok. nul, voilà. Et puis, pas le corps pour, et puis voilà. Ça ira pas, quoi. Le sport, ça ira pas. Après, un peu plus tard, du coup, bah, quand ça allait pas, etc., j'ai quand même, de temps en temps, essayé de courir. Et quand je le faisais, je trouvais ça cool, mais ça n'a jamais été quelque chose de régulier, ou voilà. Il y a C'était une vraiment raison. ponctuel. Il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi la course à pied ou? Non, je pense que c'est parce que c'est facile. Oui. Voilà, donc si on se disait avec des copines ou quoi, bon, bah, on va faire un truc. Voilà, tu fais moins facilement du handball que, que de la course. Du coup, on allait courir vraiment de manière anecdotique. Et en fait, après, je me suis lancée vraiment dans la course à pied en quittant un travail où là, j'ai déprimé et ma mère m'a dit, mais va marcher, va courir. Et ça a été la révélation. Ok. Donc là, tu commences à courir suite après ton petit coup de mou. Déjà, est-ce que à ce moment-là, tu avais refait des crises? Oh, non, à ce moment-là, non, j'allais déjà vraiment beaucoup Ok. mieux. Et c'était juste, ça allait pas parce que du jour au lendemain, tu quittes ton travail, c'est du changement. Donc, C'était juste un coup de moins bien. Et du ouais. coup, est-ce qu'il se passe quelque chose qui déclenche que tu commences à partager ce que tu vis
de manière très naturelle. Comment ça te vient en tête de se dire, OK, parce que on le sait tous, les réseaux sociaux, c'est s'exposer au regard des autres, mais en parlant de ce qu'on veut, en incarnant les choses. Ça t'est venu d'où, en fait? Mais en fait, c'est assez simple et un peu bête, mais c'est tant mieux que ça me soit arrivé. C'est que je partageais dans le groupe WhatsApp de ma famille toutes mes courses. Mais du coup, vraiment, voilà, tu vois comment je suis bavarde. Pareil sur le groupe, donc je disais kilomètre 4, il m'arrivait ça, c'est génial, kilomètre 8, etc. Puis au début, tout le monde disait super, Caro, vas-y. Et puis au bout d'un moment, ça me lâchait des vues, quoi. Et bah oui. Carrément, quoi. Bah, parce Le qu'ils meilleur ont- fan club n'était plus là. Elle OK. n'était plus là. Et enfin, si, il y avait toujours ma mère qui likait, mais Évidemment, voilà, et ma évidemment. mère toujours. Et du coup, bon, bah, je me suis dit, bah, à force, ton algorithme, ça devient un algorithme de course, quoi, puisque tu t'intéresses à ça. Puis je me suis dit, tiens, mais il y a plein de gens. Puis c'est vraiment un monde que j'ai découvert à ce moment-là, quoi. Je me suis dit, mais il y a plein de gens qui courent et tout. Ça me paraissait fou. Et de là, bah, je me suis dit, bah, je vais me créer un compte. Puis je vais raconter mes courses, quoi. Et j'ai fait ce que je faisais à ma famille. Sur Insta, quoi. Et puis au départ, c'était vraiment c'était des gens qui étaient abonnés à moi et avec qui j'étais abonnée aussi, qui m'expliquaient, je sais pas, les termes, je sais pas c'est quoi un fractionné. Bah, du coup, j'allais dire à quelqu'un, salut, tu peux m'expliquer ce que c'est un fractionné? Il m'expliquait. Et c'est comme ça, petit à petit, que je suis rentrée dans ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est monté quand même assez vite. Enfin, au début, c'était proportionnel de 0 à 1000, de 1000 à 2000. Et puis, en fait, moi, ça me paraissait énorme déjà. Puis tu t'es lancé dans un engrenage à tant d'abonnés, je cours tant de kilomètres. Oui. C'est monté jusqu'à combien de kilomètres et... Bah, jusqu'à 100 km. Du coup, je courais 10 km pour les 10 000, 20 pour les 20 000, jusqu'à 100. Et là, j'ai repris à zéro et je bats mes temps, du coup, de ce que j'ai appelé la tradition. Je bats les temps de la première tradition, là, sur la deuxième. Qu'est-ce qui se passe depuis que tu cours, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu Il cours? s'est passé une tonne de choses. Déjà, intérieurement et personnellement, il s'est passé que ça m'a donné quand même beaucoup confiance en moi. Même si je pense qu'on est toute notre vie en quête de confiance en soi, ça m'a vraiment énormément aidé. Ça m'a aussi énormément aidé sur le regard des autres. Voilà. Et ce qui se passe en moi, c'est que j'ai découvert déjà, entre-temps, j'ai déménagé dans le sud-ouest. Donc, je me suis rapprochée de la nature. Et la course à pied aussi, naturellement, m'a rapprochée de la nature. C'est un point qui est hyper important pour moi parce que toute ma vie, j'ai toujours rêvé de nature. J'habitais en région parisienne et donc là, ça y est, j'y suis, quoi. Je suis proche des éléments, de l'eau, de la montagne. C'était vraiment trop cool. Et après, bah, ça me fait un bien fou. Mais c'est assez... Enfin, il y a quand même un petit mais là-dedans. C'est que, en fait, la course à pied, c'est du coup devenu mon métier. Donc, en fait, ce qui était vraiment mon sas de décompression, et aujourd'hui, parfois aussi, un sas de, j'irai pas jusqu'à dire de pression, mais ça peut être, du coup, bah, si je vais sur une course ou que je suis en collaboration, par exemple, bah, je travaille aussi. Donc, en ce moment, il y a un peu ce truc où j'essaie justement de bien recadrer pour avoir mes moments à moi, mes courses à moi. Je me filme un peu moins qu'avant sur mes courses parce que j'en ai besoin, quoi. Oui, tu as besoin de prendre du plaisir pour toi, finalement. Ouais. Et pas juste, je mets je mets ce dossard parce que tel partenaire m'a demandé de mettre ce dossard. Et c'est une sensation que je partage totalement. C'est vrai que c'est dur de mettre des limites, mais il faut les mettre. Ouais. Et puis à la fois, on prend toujours du plaisir quand on est sur les courses parce que l'ambiance, parce que c'est génial et tout. Mais c'est pas reposant. Et puis c'est vrai que c'est aussi pour l'entourage, les gens, c'est compliqué à comprendre tout ça, je pense. Enfin, moi, j'ai déjà des amis qui me disent, ah, mais tu reviens de vacances. Ben, en fait, non. Je travaillais, Ouais. donc ils perçoivent pas forcément parce que du coup, bah, l'image qu'on renvoie aussi sur les réseaux va être très souriante, très voilà, bah, plein d'énergie, etc. Mais du coup, c'est énergivore aussi. Donc aujourd'hui, il y a aussi un peu justement, en ce moment, je suis un peu en train de recadrer tout ça, réorganiser, laisser de la place aussi au repos. Voilà. Tu dis que la course à pied, ça t'a redonné confiance en toi. Ouais. Est-ce que ça s'est révélé comment? Est-ce que c'est plutôt mentalement? Est-ce que c'est plutôt vis-à-vis de la relation à ton corps? En fait, j'ai la sensation que quand j'ai commencé la course à pied, il s'est passé un truc un peu hors du temps où je m'en fichais totalement
du regard des autres, quand j'ai créé mon compte, du regard des autres, ce qui pouvait se passer. Je vivais pleinement mon moment. Et ça s'est rarement passé comme ça dans ma vie. Et d'ailleurs, si j'avais été connectée à ce que je fais d'habitude, je pense que je me serais jamais lancée sur les réseaux parce que je me serais posé 1000 questions. Que là, j'y suis allée tête baissée, vraiment tel un bélier. J'ai foncé, je vivais mon truc, quoi. Et en fait, ça m'a petit à petit donné confiance en moi jusqu'à... par exemple, pour donner un exemple, je suis pas forcément hyper à l'aise avec mon corps. Je courais en brassière. Je m'en fichais. Je mettais ça sur les réseaux en plus. Quelque chose que même aujourd'hui, je pense que j'arriverai plus à faire. Et il y a eu un moment un peu hors du temps quand j'ai rencontré, je vais le dire comme ça, la course à pied. Ça m'a fait tellement de bien que je vivais ma rencontre, on va dire, vraiment entièrement. Et je me disais, si j'ai envie de courir en brassière, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de courir devant un café, il y a tout le monde devant le café, je pouvais me poser des questions, mais après je me disais, tant pis, je le fais, j'y vais. Et c'est tout ça aussi, je pense, qui m'a donné des points de confiance en moi. C'est de me lancer et de me dire, en fait, moi, j'ai mes objectifs de course, voilà les objectifs que je me fixais, quoi. Et je vais les atteindre. Et si ça doit passer par se mettre en brassière, être bien, être toute rouge transpirée, je le fais. Et c'est d'ailleurs un peu ce que j'ai, au début, beaucoup mis en avant parce que j'étais hyper rouge. En fait, je me suis retrouvée face au dilemme de « Ok, t'es hyper rouge. Soit tu l'assumes pleinement, soit t'en as honte et c'est horrible, quoi. » Du coup, je l'ai assumé pleinement et j'ai dit que j'étais la team tomate. Et ça a vraiment fédéré plein de gens. Je fais partie de cette team. Voilà. C'est au-delà de tomates parfois. On est dans autre chose, mais je comprends tout à fait. Et je trouve ça génial. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la course à pied, elle a eu vraiment un effet sur ta santé mentale, du coup ? Oui, clairement. C'est vraiment... c'est ça. En fait, le chemin, je l'ai fait. Je ne vais pas dire que c'est ça qui m'a sorti de mes soucis psychiatriques, parce que tout ce chemin... Qu'est-ce qui t'a sorti de tes soucis, selon toi, alors ? C'est un gros travail sur moi-même. Une Ouais. grosse introspection qui a été très longue. Ça a été très, très long. Très long. Et c'est vraiment un investissement personnel d'oser se regarder vraiment, d'oser aller travailler aussi les choses du passé qui ont été compliquées, les événements, on va dire, dans ma vie. Il y a eu 2 événements traumatiques et une relation avec mon père très compliquée. Et du coup, je suis allée vraiment travailler tout ça en profondeur. Et donc, excuse-moi de l'expression, mais j'ai mis le nez dans la merde, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment... aider à m'en sortir. Ça règle pas tout, on sort pas de là vainqueur, mais en tout cas, ça a permis que je me laisse plus envahir par mes émotions, d'être moins en colère, de me sentir moins rejetée, abandonnée. Voilà, ça a vraiment soigné des choses. Et derrière, ça m'a permis, du coup, peut-être de m'ouvrir à de nouveaux horizons. Je comprends tout à fait. J'ai une question à te poser très personnelle. Parce que ce que tu me dis par rapport aux parents, aux relations qu'on a, j'ai l'impression qu'on est cette génération où on traîne un peu les casseroles Oui. de nos parents. Et en fait, on est là, c'est nous qui devons faire en sorte d'avancer. Et si on ne fait pas ce travail, j'ai l'impression qu'on va le traîner toute notre vie. Donc c'est vrai que c'est dur d'aller gratter, c'est dur d'aller communiquer. Que ce soit la relation avec ton père ou avec ta maman qui a été là, c'est pas évident de faire ce travail. Et c'est pas évident non plus parce que, par exemple, quand tu as une mauvaise relation, moi j'ai une mauvaise relation avec mon père, tu vas travailler dessus, mais j'ai une bonne relation avec ma mère, mais ça veut pas dire que cette bonne relation ne t'a pas aussi abîmée. Oui. Parce que j'avais entendu ça une fois sur un podcast, quelqu'un disait on est sur Terre pour la première fois tous, donc on fait tout de notre mieux. Et j'applique ça à ma mère. Et je me dis, en fait, oui, elle a fait des erreurs, mais elle fait ce qu'elle pouvait. Voilà, avec elle-même, sa propre histoire, comme tu dis, elle traîne aussi ses casseroles de ses propres parents et tout. Et c'est vrai qu'on fait le travail. Parfois, j'ai trouvé ça un peu injuste, justement, de faire ce travail pour eux, entre guillemets. J'ai l'impression de faire un travail qui ne m'appartient pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'on est là, nous, on va en thérapie, on essaye de trouver des professionnels de santé un peu tous adaptés à nous et à notre situation. Moi, j'ai vraiment trouvé ça avec
avec Anne en prépa mentale, elle m'a donné des clés, etc. Mais en fait, il y a énormément de choses que en fait, ça traîne depuis 2 générations. Ouais, bah oui. Et puis là, je suis déjà, mais ok, moi, j'ai l'impression de faire des efforts et au-dessus, ça en fait pas forcément ou non, moi, j'en ai pas besoin. Ouais. C'est un peu la génération. Moi, non, Oui, moi, c'est ça. moi, ça ne marche pas, ça Ouais. ne marche pas sur moi. Si, ça. C'est pas à ça mon marche âge sur que je vais changer. Voilà, je pense qu'on entend nos parents. Ouais. Ou sinon, j'en parlais un peu aussi avant, c'est de toute façon, moi, j'ai tout raté, j'ai fait ce que je pouvais. Non, Ouais. c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On va revenir un peu à la relation à ton corps. Ouais. Récemment, tu as décidé de perdre du poids. Ouais. Pourquoi tu as décidé de faire ça? En fait, la course m'a beaucoup réconciliée avec mon corps. Vraiment, parce que je me suis dit, en fait, j'ai un super corps en bonne santé, il me permet de faire des trucs de fou et tout. Donc ça, c'est incroyable. Et c'est une chance, parce que tout le monde n'est pas en bonne santé, donc c'est vraiment une énorme chance. Par contre, je me rends compte que la nourriture, pour moi, elle a toujours été problématique. Donc déjà, d'après ce que disait ma mère, dès la maternité... je mangeais en excès, elle devait voler des biberons à la maternité, donc c'est l'histoire qui fait rire dans ma famille, mais tu sais, moi déjà, je me dis en fait, dès petite, dès bébé, dès la mater, en fait, il y avait déjà un truc avec la bouffe. Bon, et en fait, donc il y a le truc assez classique de manger ses émotions, et en fait, j'ai eu 2 exemples un peu contraires. Un père qui mangeait un peu de façon excessive, truc industriel et tout, et donc mes parents sont divorcés, donc chez un parent, c'était comme ça, et une mère hyper, du coup, matrixée par la société. Faut manger comme ci, faut manger comme ça, faut faire du 36, te resserre pas, voilà. Fais attention et tout. Donc, cet entre-deux, et puis toi, t'es au milieu. Donc, en fait, je sais pas manger. Ok. Je me rends compte, là, aujourd'hui, qu'en fait, je sais pas manger. Donc, forcément, ça m'a déclenché des TCA dont je parle jamais parce qu'en fait, c'est quelque chose déjà que je trouve personnel et qui est pas réglé chez moi. Donc... je fais mon chemin dans mon coin. Et en fait, c'est surtout que vraiment aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je peux me battre toute ma vie contre la bouffe. Mais ce qu'il faut régler déjà, c'est comprendre, je pense, comment ça marche, de quoi mon corps a besoin, j'en sais rien. Et en fait, si on reprend le truc comme ça, on écoute des conseils partout, tous différents. Mais là, je suis un peu dans le truc de, moi, Caroline, j'ai besoin de quoi? Si je fais un état des lieux, qu'est-ce que je fais? Je vais pas dire de mal mais qu'est-ce que je fais en fait qui convient pas à mon corps? Comment je fonctionne moi aussi? Parce que j'ai le SOPK par exemple, donc syndrome des ovaires polykystiques, donc j'ai des hormones un peu indilettantes. Donc en fait, ce qui me convient à moi va pas te convenir à toi et inversement. Donc il y a peut-être des schémas un peu classiques, mais il faut que je comprenne comment mon corps fonctionne, quoi. Et en plus, du coup, qu'il puisse fonctionner assez et qu'il ait assez pour courir. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais, parce que tu te lances, t'es un petit peu dans cette quête, je dirais pas du toujours plus parce que c'est trop négatif, mais voilà, peut-être de l'objectif pas parfait. Mais vu que toi, déjà, t'es dans cette quête de parfait qui n'existe pas, là, tu te lances encore des défis, incroyables. Tu prépares quoi? Là, en gros, je vais courir l'Infinity Trail à Hossegor fin avril. Du coup, l'Infinity Trail, c'est une boucle de 6,7 km. Il y a un nouveau départ toutes les heures. Donc, il faut l'avoir fini en 1 heure et à l'infini. Voilà, pour les puristes, c'est la backyard, mais version française. Ouais, Pour voilà. ceux qui connaissent Laz et tout ce qui tourne autour du mythe de la backyard, c'est tout à fait ça. Et du coup, tu appréhendes ça. Parce que là, du coup, tu vas pouvoir aller chercher ton infini. Ouais. Est-ce que tu as un objectif que tu veux partager J'en ou... parle pas de Ok, l'objectif, ok. mais dans ma tête, j'en ai un. Il paraît qu'il faut pas s'en fixer. On m'a dit ça, non, on m'a dit ça, mais je m'en suis fixé un. Ouais. Mais après, en fait, c'est un peu toujours ça. Tu vois, tu disais l'histoire du toujours plus. En fait, je pense que j'aime me pousser, mais j'ai pas de problème à rater. Ça me stresse pas. D'ailleurs, souvent, j'ai des abonnés qui me disent, mais t'es jamais stressé avant les courses? Bah non, en fait, parce que, je me suis déjà aussi posé la question de, est-ce que je m'en fichais parce que souvent je suis invitée, donc peut-être ça a moins de valeur que quelqu'un, effectivement, qui va payer hyper cher, qu'il l'aura eu à Noël, parce que, par exemple, on sait qu'un marathon, c'est très cher d'aller courir un marathon. Si tu vas à Paris, t'as l'hôtel, t'as le machin. Je pense pas que ce soit tant ça, de faire autant de courses. Je pense que c'est vraiment que, en fait, je me dis, de toute façon, on est là pour vivre des expériences. Moi, je serai jamais sur les podiums.
je ne serais, je concurrence personne, quoi, par moi-même. Et donc, voilà, je pense que aussi le fait d'avoir eu des problèmes psychiatriques, je me suis tellement sentie en échec que en fait, je sais que si j'ai des échecs, mes échecs, ils vont me servir aussi, en fait. Et puis, j'ai pas peur d'être déçue. J'ai pas peur de pleurer un coup chez moi. J'ai pas peur, tu vois. Ouais. Donc, ça me stresse pas. En fait, on verra, on sait pas de quoi il fait la vie. S'il y avait quelqu'un qui te demandait, enfin, qui te disait, ah non, moi j'ai peur de courir, je sais pas comment me lancer, j'ai peur. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, et les femmes en particulier, elles se lancent pas, que ce soit même pour un 5 km qui peut être un Everest pour certaines. C'est quoi le conseil que tu aurais à donner à ces femmes, ou une petite phrase que tu aimerais leur dire pour que, en fait, on a envie de leur dire, lance-toi. Ouais. Bah Mais- déjà, je leur dirais que je les comprends parce que il y a effectivement des gens qui jugent. Oui. Oui. Oui, et qui jugent, je veux dire, pas que les créateurs de contenu. Il y a je sais pas pourquoi, il y a des personnes qui se permettent de critiquer les perfs des autres parce qu'en fait, on a tous des objectifs différents. Il y a des gens qui veulent aller chercher des super chronos et tout, et trop bien pour eux. Mais il y en a, ils s'en foutent. Enfin, ils veulent juste, je sais pas, tu vas prendre une maman qui est là avec ses enfants et tout, elle a envie de se vider la tête, elle veut aller faire son petit 5 km, elle s'en fout, elle. Elle veut, enfin, tu vois. Donc déjà, je leur dirais que je les comprends, qu'il n'y a pas de problème, qu'elles sont légitimes à ressentir ça. Et puis je leur dirais aussi qu'elles peuvent y aller et commencer par de la marche. Si jamais par exemple, elles ont honte, je prenais l'exemple du café. Parfois, c'est ça, tu sais, t'as plein de gens adossés. Et puis toi, tu vas passer, t'es tout rouge, tu transpires, tu machin, tu te dis, oh, franchement, on l'a tous fait, je pense. Enfin, peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'on l'a tous fait de faire un petit détour, quoi, tu vois. Pour pas vivre ce moment-là où tu te dis, c'est horrible, quoi, tout le monde me regarde. Mais elles peuvent marcher, elles peuvent, tu vois, elles peuvent commencer plus doucement. Moi, j'ai remarqué souvent que les personnes qui commencent à courir, qui veulent courir et qui disent qu'ils n'aiment pas courir, en fait, c'est parce qu'ils vont courir 5 km ou 10 km à fond. Et que quand ils te disent, mais moi, j'ai couru en temps et tout, tu lui dis, déjà, aime courir. Déjà, Oui. aime courir. Et si ça doit passer par marcher, ça doit prendre du temps. Enfin, tu sais, c'est un peu comme les process quand tu reviens de blessure. On l'a tous fait, ce super long, sans citer, on a tous eu le même, je pense, qui est gratuit sur Internet. Tu sais, que tu reprends une minute, tu fais ça genre 6 minutes, tu rentres chez toi, tu te dis, oh, ça va être interminable. Et ça dure 2 ou 3 mois, je sais plus. C'est interminable. C'est pas la clinique du coureur qui propose ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ça. C'est le plan quand tu tapes reprise appelée blessure, c'est le premier qui sort, tu dis bon, bah Ouais. ok. On y va, quoi. On prend celui-là, il est ultra long, mais en vrai, limite, je trouve que quelqu'un qui commence à courir devrait commencer par ça. Ouais, et ben c'est souvent ce que je recommande, c'est l'alternance pas forcément ce programme-là, mais l'alternance marche-course. Les gens, Ouais. ils se disent, et je partage totalement ton avis, c'est je vais aller courir 1 heure. Ouais. Mais derrière, jamais tu vas continuer, tu vas tellement être courbaturé, le nombre d'impacts que ça a sous ton pied, le stress mécanique, c'est impitoyable pour ton corps, quoi. Bah ouais. Derrière, tu peux avoir en plus plein de réactions en tout genre, et c'est pas évident. Est-ce que tu es sur Strava, cette plateforme un petit peu, c'est un réseau social maintenant, hein, qui est là où on expose nos temps, où même les gens sont venus à passer leur montre à quelqu'un qui Ah court oui. vite. Donc du coup, moi, je vais le faire avec Mathieu. La prochaine fois, sortir en EF à 3,50 kilos. Est-ce que tu as une bonne relation à cette plateforme, ou... Bah ouais, moi, je n'ai pas de souci. Ouais. Au début, en fait, je l'avais pas. J'avais jamais essayé, mais je me disais, ouais, c'est le truc de comparaison, j'avais des a priori et tout. Et en fait, c'est quand j'ai fait la tradition, à partir de 50 km, j'ai eu énormément, vraiment énormément de haters et de gens qui disaient que je mentais, Très que bien. je faisais pas les distances. Ok. Genre vraiment, moi, quand ça m'est tombé dessus, je sais plus si c'est 40 ou 50 km, mais quand ça m'est tombé dessus, je trouvais ça grave injuste. Parce que moi, je revenais de ma sortie. Et je me disais, mais pourquoi ils disent que je mente? Bon, il se trouve qu'il y en a plein qui disaient que je mentais parce que je n'avais pas le physique qui allait avec ça. Et donc, j'étais trop grosse pour courir 50 km. Bon, donc il y avait des débats autour de ça que je lisais en me disant, wow, je m'attendais pas à ça. Et en fait, du coup, j'ai couru, je sais plus, je crois, jusqu'à 60 sans Strava. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, c'est hyper énergivore pour moi, tous ces gens qui disent que je mente. Donc, je vais mettre Strava. Comme ça, les gens, ils verront. Je vais les rebalancer sur Strava parce qu'ils disaient tous, tu mets pas Strava parce que tu mens, tu mets pas Strava parce que tu mens. Bon, j'ai mis Strava.
il en est que ça n'a rien changé et que tout le monde m'a dit que je mentais quand même. Très bien, ok. Tu trafiques ton Strava, on m'a dit. Voilà, oui. Et du coup, en fait, je poste mes trucs sur Strava. En fait, moi, je sais pas, je le vis un peu... Enfin, je m'en fous. Moi, j'ai enlevé, j'ai enlevé ma fréquence cardiaque. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent que je mente parce que j'enlève ma fréquence cardiaque. En fait, moi, j'ai retiré ma fréquence cardiaque pour un truc tout simple. C'est que je me dis que c'est hyper personnel. Enfin, je sais pas, je trouve ça ultra intime. Mon cœur, comment il bat. Qu'est-ce que ça peut foutre à qui que ce soit? Ouais. Enfin, moi, je t'adore et plein de gens que j'adore. Je m'en fous à quelle fréquence bat votre cœur. Ça vous regarde, c'est vous, vos références pour vous-même, quoi. Et puis à la limite pour ton coach. Oui. Voilà. Et après, j'ai enlevé évidemment ma localisation pour des raisons de sécurité. Mais sinon, je me compare pas. Donc, j'ai pas du tout cette utilisation-là de Strava tu vois, qui peut être toxique. Je sais qu'il y en a, oui. Mais moi, je mets une petite photo, ma sortie, c'est un peu un suivi, quoi. Tu parles de questions de sécurité? Ouais. Pourquoi? Moi, c'est surtout pour l'aspect sécurité. Comme je fais de la création de contenu, qu'on voit pas où je cours, même si ça se voit un peu sur mes vidéos, mais les lieux où je peux être, c'est principalement pour ça. Et puis, on a tendance à faire un peu c'est-à-dire des parcours un peu similaires, quoi, quand on est près de chez nous. Donc, qui n'est pas mes habitudes de vie postées sur un réseau social. Moi, c'est principalement pour ça. À ce moment-là, là, ces gens qui viennent te dire ouais, t'as tel physique, tu peux pas courir, est-ce que ça te refait pas un peu basculer voilà, tu te retrouves parce que souvent on parle de son enfant intérieur, tu te retrouves là au cours de PS où les gens te jugent quand t'es gamine. T'as pas eu peur du regard des autres à un moment donné à cause des réseaux sociaux? Est-ce que t'as pas eu peur de retomber dans des problèmes de santé mentale? En fait, à ce moment-là, pour moi, c'est hyper dur quand je reçois ça. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai envie de faire la forte. Je veux plus retomber dans ce truc, je veux plus être mal et être, entre guillemets, ce que je peux considérer à un moment donné, je me suis sentie vraiment faible. Je veux plus être comme ça. Et en fait, du coup, je dis pas aux gens que ça va pas, même dans mon entourage, je dis mais non, ça me touche pas, ça me touche pas. Puis c'est mon copain un jour qui me dit mais en fait, ça te touche parce que... Et en fait, une fois carrément, je m'étais réveillée, mais je sais pas, 8-10 fois dans la nuit. Parce qu'en fait, je perdais le contrôle, quoi, total. Et je regardais les commentaires comme ça en pleine nuit, quoi. Et puis après, t'es là, forcément, le téléphone, il t'a réveillé, donc t'arrives plus à dormir. Et c'est mon copain qui m'a dit, ça te touche. En fait, il faut que enfin, tu vois, tu peux l'accepter, quoi. Et je me suis dit, ouais, en fait, ça me touche parce que ça a un impact sur moi. Mais ça me touche pas dans le sens... ça a des vraies répercussions sur mon mental. Mais par contre, c'est vrai que ça me touche parce que je perds le contrôle, parce que je trouve ça injuste, parce que, en fait, et puis même si j'ai du surpoids, qu'est-ce que ça peut foutre? Non, mais c'est vrai. C'est donc, j'aurais pas le droit de courir parce que je fais pas un 34 ou un 36. Je trouve ça hyper injuste à ce moment-là, puisque, encore une fois, je l'ai fait. Donc, moi, en fait, je suis là, tu sais, limite, t'as envie de prouver, quoi, de dire, mais je l'ai vraiment fait, tu sais. Puis il y a des gens, en plus, qui établissent des vraies théories. Ouais, elle est passée à tel endroit, je connais la ville, c'est pas possible qu'elle ait fait 1 kilomètre entre là et là, tu sais, alors qu'en fait, c'est des jeux de montage aussi. Tu sais, tu fais un aller-retour parce que tu veux finir exactement là. Enfin, voilà, c'est de la création de contenu, quoi. Et donc, ça m'affecte pas, en fait. En tout cas, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça m'affecte pas du tout, parce que je me mets en mode carapace, voilà. Et en fait, avec le recul, c'est vrai que de manière globale, la création de contenu, c'est très dur, je trouve, quand t'es pas à l'aise dans ton corps, parce que on te renvoie des choses que t'as pas demandé, quoi. Et les gens, en fait, on a tous nos perceptions des choses, te renvoient des perceptions que toi, tu reçois forcément. Tu peux pas être, tu vois... imperméable à ça, parce que tu es un humain et que tu reçois, que tu entends et tout. Et puis à la fois, donc, du coup, il y a quand même des choses qui entrent dans la tête sans que tu le comprennes vraiment, je trouve. Et puis en plus, si t'en parles, les gens te disent souvent c'est le jeu, faut s'y faire. Tu t'exposes, donc tu t'exposes à la critique, j'en parlais aussi. Il faut que tu te barricades, et puis t'es là, mais en fait, si tu lis un truc, je sais pas...
elle est trop moche ou elle est trop grosse, sur le coup, tu lis, tu calcules pas, et puis ça s'est quand même mis quelque part. Tu sais, c'est comme... c'est d'ailleurs le travail que me demandait mon psychiatre, mon super psychiatre, là, ce qu'il me demandait de faire, c'était de toi-même, en fait, t'avoir des pensées positives et, tu vois, te regarder dans le miroir et dire tu es belle, Caroline. Même si tu n'y crois pas. Tu arrives à le faire, ça, aujourd'hui, ce travail ? J'arrive à le faire. Est-ce que j'y crois réellement ? C'est plus complexe. C'est une autre nuance, tu vois. Mais en tout cas, les pensées positives, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Tu vois, te dire... en fait, c'est naturellement, par exemple, je suis sûre, on va finir ce podcast, et moi, quand je vais rentrer dans ma caisse, je vais être là, je vais me dire, j'ai dit ça, c'était trop nul, j'ai dit ça, c'était trop nul. Et le travail, c'est de se dire, j'ai dit ça, c'est super intéressant. Ouais. Tu vois, et de relever les trucs bien. Et du coup, c'est un travail qui est plus dur. Parce que notre cerveau, plus facilement, j'ai l'impression, en tout cas le mien, va vers le négatif. Et donc, en fait, il faut l'entraîner à aller vers le positif. Et donc, je me suis un peu éloignée de ta question, excuse-moi, mais... Non, c'est... C'est un peu le même travail, en fait, quand tu reçois des mauvaises énergies. C'est toi, en fait, te rappeler que déjà, ces gens-là, déjà, de un, te connaissent pas. Ils ont une perception qui te renvoie. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à à moins être touchée, en tout cas. Qu'est-ce que... Admettons, là, toutes ces femmes, parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais c'est pareil dans la vraie vie, en vrai. Oui. Il y a toujours des conseils non sollicités. Si une femme veut courir et se fait un petit peu juger par ses amis, ah ouais, mais ça, c'est pas courir parce que tu cours à 7h30 ou à 8 minutes au kilomètre. Le pace, c'est ce qu'on appelle le rythme. Donc 7h30, ça équivaut à 7 minutes et 30 secondes au kilomètre, pour ceux qui ne le savent pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles se disent, ces femmes-là ? Je pense qu'il faudrait qu'elles se disent, j'y vais quand même. En fait, je pense qu'on incarne notre propre vie. Oui. On est là, on est tout seul, même si on est entouré et tout, on est tout seul, on finira tout seul. Donc, c'est aujourd'hui, je sais pas si on n'a qu'une vie ou plusieurs, ça dépend des croyances de chacun, mais on est là, on vit notre vie, elle est maintenant. Et ça, c'est un peu ma manière de penser maintenant, c'est de me dire, même si c'est dur, même si, tu vois, il peut tout se passer, mais c'est maintenant que tu vis. T'es jeune, tu vois, c'est pas plus tard... pour te donner un exemple, j'ai ma grand-mère qui a 93 ans et je lui demandais c'est quoi les choses que tu regrettes dans ta vie et les choses dont tu es fière. Donc elle m'a dit, et puis elle m'a dit un truc qui m'a marqué, elle m'a dit je regrette de pas avoir assez voyagé, et puis aussi je regrette parce que c'était une autre époque, mais ton grand-père voulait jamais danser et moi j'aimais danser et donc je dansais jamais. Et ça m'a vachement touchée parce que je me suis dit... Je me serais mis à chialer, moi je te le dis. Ah ouais, mais là j'ai les larmes aux yeux de te le dire, tu vois, parce que... je me suis dit, en fait, ouais. Enfin, tu vois, en fait, donc, c'était une autre époque. C'est pour ça que je dis ça, parce que la femme pouvait pas forcément aller, quand même, elle a quand même 93 ans, donc elle allait pas aller au milieu de plein de gens danser, c'était mal vu, quoi. Mais en fait, ouais, c'est un peu ça, la vie. Si t'as envie d'aller danser, va danser. T'as envie de courir, va courir. Et puis, en fait, je pense dans 5 ans, qui s'en souviendra, tu vois. Ouais. Et puis, si jamais... je sais pas, je prends un prénom au hasard, mais Christophe t'a dit oh là là, c'était vraiment nul quand t'as couru. Mais en fait, Christophe lui-même se souviendra pas de ça dans 5 ans. oui, non, c'est sûr. Tu vois, je te le dis de manière très objective, tu fais du bien aux gens. Merci. Donc tu t'en souviendras dans ta voiture tout à l'heure. Ouais. je me le dirai. Voilà, et c'est très beau ce que tu dis dans le sens où si vous avez envie de le faire, faites-le. Et prenez votre courage à deux mains. On arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais que tu me dises, comme je pose la question à toutes mes invitées, c'est dans tes moments sombres, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne veux plus entendre ? Que ce soit à toi ou de manière générale. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise des choses très simples. Qu'on m'aime, que j'ai de la valeur aux yeux des... Enfin, tu vois, je sais pas... Les gens cherchaient souvent à me trouver des solutions. Ça va aller, on va faire ça, des projections tout le temps, alors que je pense que j'aurais eu besoin d'avoir des choses beaucoup plus rassurantes, beaucoup plus... Justement, ce qu'a fait ce psychiatre, de me recentrer. Ouais. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime tes yeux, j'aime, tu vois, des choses qui m'auraient vraiment ancré, quoi. Ça m'aurait fait beaucoup de bien, et je pense que ça fait du bien aussi aux gens qui vont pas bien, d'entendre des choses très simples, mais voilà. Ce que tu fais, c'est bien. Et puis, même s'ils font rien de bien, dire en fait, t'accrocher, c'est très bien. Tu vois. Et
Et après, ce que j'aime pas aujourd'hui qu'on me dise ou je veux plus qu'on me dise, je sais pas, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un tempérament quand même très libre. Donc, j'aime pas qu'on me dise grand-chose. Mais en tout cas, je déteste aujourd'hui, un truc, c'est que je déteste qu'on me parle de mon corps. C'est quelque chose qui est pour moi, en fait, qui n'appartient qu'à moi. Donc, c'est des remarques auxquelles je réagis assez vite, en tout cas. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup aussi à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent. Cet épisode a vu le jour grâce à la production Salien de Rhodes. Merci encore pour leur soutien et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.